Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un TT sur les céphalées. Bien évidemment, nous ne parlerons pas de toutes les céphalées, elles sont nombreuses. Nous allons nous focaliser sur les céphalées aiguës récentes. Je pense qu'il est important de les connaître, car vous serez emmené à rencontrer au sein de votre consultation des patients souffrant de céphalées récentes inhabituelles, et c'est à vous de rechercher les signes et les indices qui vont vous permettre de faire le diagnostic et de prendre en charge ces patients en urgence. Très fréquemment observées dans la pratique médicale, les céphalées constituent un défi de taille lorsqu'il s'agit d'établir un diagnostic précis. En effet, même si la plupart des céphalées, notamment les céphalées primaires, elles reflètent en général une maladie bénigne, les céphalées secondaires, certes elles sont plus rares, mais peuvent témoigner d'une maladie sous-jacente grave, mettant en danger la vie des patients et peuvent même évoluer très rapidement, d'où l'objet de notre TD. Donc devant une céphalée aiguë, l'objectif est d'éliminer une céphalée secondaire. Vous avez trois situations. La première, il s'agit d'une céphalée aiguë dont la cause est évidente. Il s'agit soit d'un syndrome grippal ou un traumatisme crânien. La deuxième situation, c'est une céphalée aiguë, mais dont la nature et le type sont connus du patient. Il est migraineux et il vient de faire un accès migraineux. Par contre, la troisième situation, il s'agit d'une céphalée aiguë, mais cette fois-ci elle est récente et inexpliquée. Là, l'enquête étiologique devra être la plus minutieuse. Pourquoi? Parce que les causes possibles sont très variables. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce qui peut faire mal à la tête? Ben, tout sauf le cerveau. Je m'explique. Les causes et les mécanismes sont multiples. Ça peut être une inflammation des méninges, dans le cas des méningites, dans le cas de la migraine, ça peut être un saignement méningé. Quand c'est les vaisseaux qui sont impliqués, dans le cas des accidents vasculaires cérébraux, d'une dissection, d'une vascularite, quand il y a de l'hyperpression intracrânienne, quand il y a de l'hydrocéphalie, quand il s'agit de névralgie, par exemple la névralgie du trijumeau, là ce sont les nerfs sensitifs qui sont impliqués, quand vous avez une inflammation des sinus, quand vous avez une fermeture de l'angle irido-cornéen en cas de glaucome, quand c'est les muscles qui sont tendus chez les personnes qui présentent des céphalées de tension ou appelées également céphalées psychogènes. Donc c'est clair que devant une céphalée, nouvelle, récente et aiguë, j'évoque une céphalée secondaire, mais attention aux pièges, notamment devant un céphalalgie connu, et rappelez-vous que les céphalées secondaires sont rares par rapport aux céphalées primaires. Alors, comment on fait en pratique le diagnostic de céphalée aiguë? On va commencer par l'interrogatoire, une étape très importante dans la démarche diagnostique. Il va préciser le mode d'installation, est-ce que la céphalée s'est installée progressivement, ou en coup de tonnerre, ou bien c'est une céphalée qui apparaît en position debout. L'interrogatoire va également détailler les caractéristiques de la céphalée, c'est-à-dire si elle est pulsatile, ou le patient va rapporter une sensation de lourdeur. L'interrogatoire va préciser également la topographie, l'intensité de la céphalée, elle est modérée et sévère. Également, il va préciser les signes accompagnateurs, visuels, nausées, vomissements, les circonstances d'apparition, est-ce que la céphalée apparaît ou elle est aggravée par l'activité quotidienne ou par l'effort. Et par l'interrogatoire également, on va rechercher les signes et les symptômes associés comme un trouble neurologique, moteur ou sensitif, une confusion, un ralentissement intellectuel inhabituel et aussi s'il existe des crises d'épilepsie. Attention, l'interrogatoire du sujet âgé doit être le plus précis possible et il doit se faire en présence d'un membre de sa famille car certains détails ou antécédents peuvent être oubliés par le sujet âgé. Nous allons détailler une des céphalées aiguës du sujet âgé plus loin. Donc, quand vous faites votre interrogatoire, posez les quatre questions suivantes. Ça vous aidera dans la démarche diagnostique. Donc d'abord, vous allez poser à votre patient, vous allez lui demander comment a débuté la céphalée. Depuis quand avez-vous mal à la tête et avez-vous eu ce mal de tête pour savoir si elle est habituelle ou inhabituelle? Et puis comment évolue la douleur depuis son installation? À partir de ces réponses, vous allez avoir 4 profils évolutifs. Donc le premier, il s'agit d'une céphalée récente brutale, ou bien c'est une céphalée récente mais elle est progressive, ou bien c'est une céphalée chronique avec de temps en temps des paroxysmes, ou bien carrément c'est une céphalée chronique continue. Ce qui m'intéresse, c'est la céphalée récente inhabituelle. C'est celle-là que je dois explorer. Après avoir bien interrogé votre patient, passez à l'examen neurologique, avec l'idée de rechercher des signes en faveur d'un syndrome
d'hypertension intracrânienne et d'un syndrome méningé. Il est vrai que l'examen neurologique est lent et que vous avez reçu votre patient dans le cas de l'urgence, mais vous devez être rapide et efficace. Vérifiez l'état de vigilance de votre patient. Faites l'examen de l'oculomotricité intrinsèque et extrinsèque. Recherchez une raideur de la nuque. Vérifiez les réflexes. Prenez la température, la pression artérielle. Et surtout, n'oubliez pas de faire le fond d'œil. Idéalement, de préférence, sans dilatation. L'examen du fond d'œil fait partie de tout examen neurologique. En pratique, on examine surtout la papille. On vérifie si elle est normale, s'il y a une atrophie. Et nous, ce qui nous intéresse dans les céphalies secondaires, c'est rechercher un œdème papillaire. Vous avez à gauche une papille normale, et vous pouvez comparer avec l'image à droite, l'œdème papillaire qui est très net. Alors, comment reconnaître les céphalées en urgence? Nous allons commencer par les céphalées en coup de tonnerre. Donc, ce sont des céphalées explosifs et sévères. Les causes évidentes sont soit une hémorragie méningée, soit un hématome intracérébral. Mais nous, on va s'intéresser à l'hémorragie méningée qui doit être écartée en priorité. Donc, on va commencer par l'hémorragie sous-arachnoïdienne, appelée également hémorragie méningée. Comme vous voyez sur la photo, la survenue aiguë explosive de cette céphalée est comparée à l'arrivée d'une tempête dans un ciel serein. Donc l'hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est une pathologie grave, c'est une urgence diagnostique. La céphalée, elle est explosive, elle est violente, elle est aiguë, décrite par le malade comme la pire de sa vie, elle est sévère d'emblée maximale en quelques secondes ou minutes, et elle est en coup de tonnerre. Elle survient généralement à l'occasion d'un effort, elle dure quelques minutes à quelques jours, et doit être recherchée en premier. Pourquoi? Parce que la cause, ça peut être une rupture d'un anévrisme intracrânien, et ça engage, si c'est le cas, ça va engager le pronostic vital. Et ne pas faire le diagnostic expose au ressaignement. Donc, quand vous allez examiner votre patient, déjà à l'interrogatoire, il vous a rapporté des nausées, des vomissements, vous allez remarquer qu'il a une photophobie, il a des troubles de la conscience, et à l'examen, vous allez retrouver la raideur de la nuque, donc le syndrome ménager, et vous allez rechercher les signes focaux. C'est quoi ma conduite à tenir? C'est de réaliser un scanner en urgence sans contraste. Et puis, comme vous voyez sur cette photo, cette coupe axiale du scanner, elle montre une hyperdensité spontanée des citernes de la base, avec également au niveau des deux vallées sylviennes et au niveau des régions basifrontales droites. Donc, si votre scanner est normal, là c'est peut-être une hémorragie de faible abondance. Dans ce cas-là, je vais faire une ponction lombaire à la recherche du son de l'ELCR. Les anomalies caractéristiques en cas d'hémorragie méningée dans le LCR, c'est que le liquide il est rouge, à peu près, voire une couleur rosée, mais de façon uniforme. Il est incoagulable dans les différents tubes et vous allez retrouver des érythrocytes en nombre important. Et attention, un scanner normal n'exclut pas une hémorragie méningée, je viens de le dire, c'est peut-être une hémorragie de faible abondance. Et puis si vous faites votre scanner ou votre ponction lombaire 3 semaines après l'apparition de la céphalée, vous risquez de trouver, les deux examens normaux. Donc une fois que vous avez prouvé votre saignement, vous allez compléter par une angiogramme afin de confirmer le diagnostic. Si les examens complémentaires que vous avez lancés, à savoir le scanner, l'IRM, l'angiogramme cérébral, sont négatifs, là vous devez compléter par l'artériographie conventionnelle qui se fait en milieu spécialisé et dans le but de rechercher l'anévrisme rompu ou pas. Pour le traitement de l'hémorragie méningée, il faut absolument transférer le patient systématiquement et rapidement dans le service de neurochirurgie, qui va permettre de réduire la mortalité, surtout si vous avez prouvé votre anévrisme. On arrive à la deuxième céphalée, c'est-à-dire le 3 douloureux. Donc, une ophtalmoplagie douloureuse, c'est une paralysie oculomotrice qui s'accompagne d'une douleur orbitaire, faciale ou au niveau du crâne. Le contexte déjà douloureux peut être un élément d'orientation vers un anévrisme, donc à ne pas méconnaître au stade de compression avant la rupture. Devant une paralysie isolée et douloureuse de la troisième paire crânienne, la conduite à tenir va dépendre essentiellement de l'âge et de l'état de la pupille, notamment s'il s'agit d'un sujet qui a moins de 50 ans, et chez qui également, quand je fais mon examen, je retrouve une hydriase partielle à réactive.
là il y a une forte suspicion d'anévrisme, il faut absolument réaliser une angio-IRM cérébrale. Une atteinte douloureuse du 3, qu'elle soit complète ou partielle, c'est un anévrisme de la communicante postérieure de la jonction, à la jonction avec la carotide interne jusqu'à preuve du contraire. On arrive à la troisième céphalée aiguë, la dissection d'une artère cervicale. Alors, les dissections des artères cervicales représentent environ 15 à 20% des accidents ischémiques cérébraux de l'adulte jeune, et dans 13% des cas, la céphalée est aiguë. Alors, cliniquement, elle se présente par des douleurs cervicales latérales et ou des hémicranies associées à un syndrome de Claude Bernard-Horner, et là, il s'agit probablement d'une dissection carotidienne. En cas de douleur cervicale, mais cette fois-ci postérieure, associée à des céphalées au niveau de la région occipitale, là, c'est l'artère vertébrale qui est probablement disséquée. Les causes sont multiples, ça peut aller d'une faiblesse de la paroi artérielle héréditaire ou non. Ça peut être en rapport avec un traumatisme même mineur. L'hypertension artérielle et la migraine représentent des facteurs de risque. Ici, vous avez un Claude Bernard-Horner qui est caractérisé par la concomitance d'un ptosis, myosis et d'une pseudo-hénophthalmie. Un Claude Bernard-Horner douloureux est une dissection de la carotide interne homolatérale jusqu'à preuve du contraire. Alors, la conduite à tenir devant une dissection des artères cervicales, elle se fait comment? Le scanner et la ponction lombaire vont revenir normal. Donc, ces examens-là ne sont pas contributifs. Par contre, vous devez faire plutôt une exploration de l'axe vasculaire, l'écho-doppler des axes supra-aortiques, et qui va mettre en évidence un hématome de la paroi en objectivant un rétrécissement artériel. Le diagnostic est établi à l'aide de l'IRM avec des groupes cervicales qui permet d'objectiver l'hématome de la paroi. Le traitement. Alors, le traitement est préventif, comprend des agents anticoagulants ou des antiplaquettaires. Alors, nous allons voir le quatrième type de céphalée aiguë en rapport avec une hypertension intracrânienne. Ici, la céphalée est diffuse, elle est souvent matinale, progressivement croissante, en crescendo. Vous allez avoir des troubles visuels, à type de diplopie, de flou visuel, des nausées, des vomissements et des troubles de la vigilance, surtout une hypovigilance. Et puis vous allez même pouvoir trouver à l'examen neurologique des signes focaux, des signes de localisation ou des crises d'épilepsie. Et puis n'oubliez pas de faire votre fondé qui va objectiver un œdème papillaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un scanner avec une injection ou de préférence une IRM. Ce sont les premiers examens à réaliser. Et attention, ne faites pas la ponction lombaire, elle est contre-indiquée. Si l'imagerie va revenir normale, même avec les séquences en joue, là peut-être que je suis en présence d'une hypertension intracrânienne idiopathique. Là je dois faire ma ponction lombaire et je prends la pression. Si elle est élevée, je confirme mon hypertension intracrânienne idiopathique. C'est quoi l'hypertension intracrânienne idiopathique? C'est un syndrome d'HIC isolé, sans lésion intracrânienne. Les critères diagnostiques implique que l'imagerie est normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thrombose veineuse cérébrale, il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas d'abcès, que la pression du LCR est élevée, et surtout l'analyse du LCR. Quand je fais l'analyse cytochimique, elle est normale. Le taux de protéines est normal et le taux de cellules est normal. Cette HIC idiopathique, elle survient préférentiellement chez les jeunes femmes en surpoids ou obèses. Le traitement repose sur la perte de poids, la ponction lombaire et bien sûr l'acétazolamide, le Diamox. Comme cette HIC idiopathique, elle se manifeste par des céphalées et aussi avec des troubles visuels, notamment un œdème papillaire au fondé, les facteurs de mauvais pronostic sont la détérioration visuelle et l'atteinte du champ visuel, malgré un traitement médical. Même si vous arrivez à des doses maximales, il y a un risque de cécité. Si vous voyez que la fonction visuelle elle est détériorée, que votre champ visuel est atteint et s'aggrave, là, demandez un avis en neurochirurgie pour une prise en charge et notamment une dérivation. J'aimerais vous parler toujours dans le cadre de l'HIC, mais cette fois-ci chez l'enfant.
alors, un enfant qui va présenter uniquement des céphalées récentes juste avant le réveil, c'est peut-être un syndrome d'hypertension intracrânienne. Et toujours chez l'enfant, si vous remarquez un torticolis qui dure, c'est peut-être un signe révélateur d'une tumeur de la fosse postérieure. Et c'est l'IRM qui est l'examen le plus adapté qui va confirmer le diagnostic. Cela dit, nous passons à une autre céphalée aiguë rare. C'est toujours dans le cas de l'HIC. Je vais vous parler des tumeurs, des tumeurs du troisième ventricule, appelées également tumeurs à clapet, qui sont représentées par des kystes colloïdes. Ce sont des tumeurs rares. Et ici, ces kystes se manifestent par des signes d'HIC, par obstruction du foramen de Monroe, et la céphalée, dans ce cas-là, elle est positionnelle, elle est secondaire au blocage de l'écoulement du LCR. Nous allons passer à un autre type de céphalée, les céphalées en rapport avec les thromboses veineuses cérébrales. Le début peut être aigu ou subaigu. D'ailleurs, 15% des patients avec une thrombose veineuse cérébrale ont une céphalée aiguë. Et dans 2 à 10% des cas, la céphalée s'installe en coup de tonnerre. Comment expliquer cette céphalée? Il y a une thrombose veineuse, il y a un engorgement veineux, il va générer un œdème cérébral et vous allez avoir un syndrome d'hypertension intracrânienne. Ça survient surtout chez les femmes qui prennent de la pilule, une contraception orale, ou bien juste en postpartum. La thrombose veineuse cérébrale est suspectée devant un tableau qui est associé à des degrés divers, une hypertension intracrânienne et ou un déficit neurologique focal, moteur ou sensitif, et ou des crises d'épilepsie. Mais la symptomatologie clinique, elle varie aussi en fonction de la topographie de la thrombose veineuse, si c'est une thrombose au niveau du sinus longitudinal supérieur ou au niveau des sinus latéraux, ou si cette thrombose, elle est étendue. Donc là, c'est pas le peine de faire un scanner, il peut être normal, comme il peut montrer un signe du delta vide, que je vous montre ici, que vous voyez ici. Un signe du delta vide qui implique un niveau de remplissage du sinus. Donc, c'est pas la peine de faire un scanner cérébral. Rarement, vous allez tomber sur le signe du delta vide. La fonction lombaire également. Ce sont des examens qui sont non contributifs. Faites plutôt une IRM, une angio-IRM cérébrale avec des séquences veineuses qui, elles, vont faire le diagnostic positif. Le traitement, vous n'allez pas donner des antiagrégants plaquettaires, donnez plutôt des anticoagulants qui sont indiqués dans ce cas-là, comme le Cintran. Faites des PL itératives, des PL soustractives quand il y a un syndrome d'HIC. Et si l'origine elle est infectieuse, donc c'est une thrombose veineuse septique, donnez de l'antibiothérapie. Là, je vais vous montrer l'angio-IRM avec des séquences veineuses. Comme vous voyez ici, vous avez le sinus longitudinal transverse gauche qui est thrombosé, et puis ça s'étend même au niveau du sigmoïde ou au niveau de la veine jugulaire interne. On arrive à un autre type de céphalée, la céphalée en position debout, en rapport avec une hypotension intracrânienne spontanée par fuite du LCR. Donc la fuite du LCR ou ce qu'on appelle également brèche cérébrospinale, qu'elle soit d'origine traumatique ou secondaire à la ponction lombaire, on va avoir la céphalée en rapport avec qui survient en post-PL. Cette fuite du LCR est responsable d'une hypotension du LCR qui se manifeste par une céphalée qui est bilatérale, sévère, constructive, occipitale ou occipitofrontale ou même diffuse. Elle peut même irradier au niveau de la nuque, au niveau du dos, voire même au niveau des épaules. C'est une céphalée qui est posturale, c'est-à-dire qu'elle est déclenchée ou qui augmente quand vous passez lors du passage en orthostatisme, ou elle est positionnelle. Et quand la personne s'allonge, la céphalée elle est améliorée. Donc la céphalée elle est isolée, elle est apyrétique, mais parfois elle est accompagnée par des signes comme des nausées, des vomissements, et aussi des signes visuels, des signes auditifs. Cette céphalée est liée à une baisse de la pression intracérébrale du LCR. En effet, quand on fait une ponction lombaire, ça entraîne une diminution rapide et prolongée de la pression du LCR au niveau des ventricules, et il existe un gradient de pression entre l'espace sous-arachnoïdien et l'espace péridural en position assise. Le LCR va s'écouler en fonction du diamètre de la brèche et de la pression hydrostatique, d'où le caractère postural de la céphalée. Alors, pour ce qui est de l'imagerie, comme vous voyez ici, vous pouvez avoir des signes qui peuvent vous orienter. Ici, on voit des ventricules
de petite taille. Vous pouvez trouver également des signes en faveur de l'hypotension intracrânienne, comme un déplacement caudal de l'encéphale, du tronc cérébral et des amygdales cérébelleuses. Pour le traitement, vous pouvez donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais elles sont efficaces, comme antalgie, mais ils n'ont aucun effet sur la cause. Faites plutôt ce qu'on appelle un blood patch, c'est-à-dire vous allez injecter du sang autologue dans l'espace péridural lombaire. C'est le seul traitement causal de la fuite du LCR. Il est aussi efficace sur les autres manifestations de la brèche, comme les troubles auditifs, les vertiges. Mais attention, le blood patch est réalisé en bloc opératoire comme pour une anesthésie péridurale. Là, nous allons parler de l'hématome sutural, de la céphalie de l'hématome sutural. Ce dernier désigne une collection sanguine qui se trouve dans l'espace sutural. Pour simplifier, c'est une poche de sang anormale entre le cerveau et une de ses enveloppes, la dure mère. L'hématome sutural survient lors d'un traumatisme qui entraîne la déchirure d'une veine corticodurale. Cette collection sanguine va augmenter de volume et quand elle atteint un certain volume, elle va comprimer et déplacer les structures cérébrales. Cliniquement, la céphalie est aiguë ou subaiguë, elle va être de plus en plus tenace. Le patient va rapporter également des nausées, un ralentissement intellectuel inhabituel et souvent le traumatisme est oublié. Que faire? Là, il faut prescrire un scanner cérébral qui va montrer, comme vous voyez ici sur la photo, qui va montrer la collection du sang et il va évaluer son retentissement sur le cerveau pour voir s'il n'y a pas une compression des structures avoisinantes. Donc, après avoir confirmé votre diagnostic par un scanner cérébral, comment se fait la prise en charge? Eh bien, elle se fait en neurochirurgie, et le traitement il dépend de l'état clinique et aussi du volume de la collection sanguine. Un état clinique conservé avec un petit hématome nécessite une surveillance, mais en cas de détérioration clinique et un volume sanguin important, l'indication chirurgicale s'impose, car les risques de l'hématome sutural, s'il n'est pas pris en charge à temps, il peut aboutir à des troubles intellectuels importants, à une confusion mentale, une paralysie d'un hémicorps, voire même un coma. Là, on arrive à la céphalie fébrile, la céphalie d'origine infectieuse, dans le cas des méningites. Là, vous avez un contexte, un début brutal ou rapide avec de la fièvre. Votre patient, il va s'allonger en chien de fusil, c'est-à-dire qu'il va se mettre sur le côté, les jambes repliées, et la forme du corps ressemble à la lettre S. Il peut présenter des troubles du comportement comme une agitation, des vomissements, une photophobie, et à l'examen, vous allez retrouver la raideur de la nuque et du rachis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Le diagnostic est facile, il s'agit d'une méningite aiguë. Là, je vais faire ma ponction lombaire, et si mon LCR est purulent, ça implique une antibiothérapie en urgence. Nous arrivons à la céphalie du sujet âgé. Alors, ce dernier, c'est-à-dire le sujet âgé qui a plus de 60 ans, il va vous rapporter lors de l'interrogatoire et il se plaint d'une faiblesse généralisée. Il va vous dire que son état général s'est altéré, qu'il a perdu du poids, qu'il a de la fièvre, qu'il a mal partout au niveau de l'hémiphase et aussi au niveau de l'articulation temporomandibulaire, surtout lorsqu'il mange ou il mâche. Il vous dit également qu'il a mal aux cheveux. Il s'agit d'une artérite de Horton qui touche le territoire de la carotide externe. Examinez votre patient, palpez l'artère temporale, vous allez trouver qu'elle est indurée, non battante et douloureuse, et dans la foulée, demandez une VS. Donc le diagnostic se fait grâce à la VS et à la biopsie de l'artère temporale. La VS elle est accélérée, le diagnostic est confirmé. Déjà avec l'interrogatoire, vous avez des signes qui vous orientent fortement vers cette artérite, VS accélérée. Mettez votre patient sous corticoïde. Il s'agit d'une urgence thérapeutique, il y a un risque de cécité définitive. Nous arrivons à la céphalie de tension, appelée également céphalie psychogène. Elle touche autant les hommes que les femmes. Ce sont des épisodes qui durent entre 30 minutes et 7 jours. Et elles sont de localisation bilatérale, continue. C'est une douleur en étau, non pulsatile. Il peut vous dire que j'ai des céphalées comme ce que vous voyez sur la photo en bandeau. Elle est diffuse ou au niveau de la région occipitale. La céphalée, elle peut être intense, elle peut être légère, elle peut être modérée. Mais il n'y a pas d'aggravation lors des efforts, il n'y a pas de troubles digestifs associés. Et c'est une céphalie qui est favorisée par la fatigue et le stress.
L'examen neurologique est normal, les examens complémentaires sont inutiles. Bien évidemment, le patient a consulté différents médecins. Retenez que dans la céphalie psychogène, c'est toujours le même symptôme, cette céphalie rebelle à toute thérapeutique, et pas plus que les autres médecins précédents qui vous ont précédé. Votre remède n'aura également aucun effet sur la céphalie. Mieux vaut le dire, et proposez plutôt un antidépresseur tricyclique qui aura également des propriétés antalgiques sur la céphalie. Nous arrivons aux causes générales qui peuvent engendrer des céphalies aiguës. Donc, nous commençons par la céphalie de la sinusite. C'est une céphalie qui est bien décrite par le patient. Il va vous dire qu'il a mal quand il se met en position tête penchée en avant. Et à l'examen, quand vous allez faire une pression au niveau de la région sinusienne, ça va majorer la douleur. Vous faites dans ce cas-là un scanner des sinus qui va confirmer votre diagnostic. Le deuxième type de céphalie aiguë, c'est la céphalie en rapport avec un glaucome, donc elle est d'origine ophtalmologique, un glaucome aigu. C'est une céphalie aiguë, elle est bruyante, elle est associée à une douleur à prédominance péri-rétro-orbitaire et elle est surtout associée à une baisse visuelle. La cause la plus fréquente, c'est la fermeture de l'angle irido-cornéen. Là, il s'agit d'une urgence. Donc, c'est un glaucome aigu, c'est une urgence ophtalmologique, car un glaucome traité à temps va éviter la cécité. Là, en résumé, comme vous voyez sur cette diapo, j'ai résumé les céphalées aiguës d'origine neurologique. Les principales causes sont les syndromes méningés avec la méningite, l'hémorragie méningée, les processus expansifs intracrâniens, ça peut être une tumeur, un abcès, les hémorragies cérébrales, comme on l'a vu, les hématomes suduraux, ça peut être une thrombophlébite, donc une thrombose veineuse cérébrale, une dissection artérielle ou une hypertension intracrânienne idiopathique. Les céphalées aiguës d'origine extraneurologique les plus fréquentes sont les causes générales, comme on vient de voir, d'origine ophtalmologique, un glaucome aigu par exemple, d'origine ORL comme les sinusites aiguës, inflammatoire, l'artérite temporale de Horton, et aussi l'hypertension intracrânienne. Donc en résumé, l'approche systématique d'une céphalée récente plutôt, doit passer. D'abord, vous allez faire votre anamnèse qui va préciser le mode d'installation, la durée de la céphalie, la recherche d'antécédents de céphalie identiques ou pas. Puis, en deuxième lieu, vous allez examiner votre patient en recherchant des signes méningés d'hypertension intracrânienne et des signaux focaux. Et enfin, vous allez décider de l'indication des examens complémentaires qui seront adaptés en fonction de la cause suspectée. Pour conclure, je dirais que dans le monde des céphalées, c'est un monde, hein, vous étudiants et futurs médecins, laissez-vous guider par vos connaissances et vos expériences que vous allez acquérir tout au long de vos études et sur le terrain. Surtout, ne banalisez pas une céphalie. Et attention, dans le train-train quotidien des patients migraineux et dépressifs, vous ne devez jamais vous laisser égarer. Écoutez votre patient et laissez-le raconter sa maladie, sa souffrance. Et surtout, voyez chaque patient d'un œil nouveau. Voilà, nous arrivons à la fin du TD. J'espère que c'était clair. Prenez soin de vous.